Bonjour, bienvenue en ce 21e épisode de Fantaisie au petit déjeuner. Fantaisie au petit déjeuner pour la dernière fois d'ailleurs dans la cuisine à l'arrache avec un simple verre de jus de pomme. Promis la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est rendez-vous dans le salon avec les croissants à la totale. Un vrai Fantaisie au petit déjeuner comme on les aime. Aujourd'hui on va parler de science-fiction, on va parler du roman de Stephen Baxter Gravité qui vient de sortir aux éditions du Bélial. Et en fait, ce roman est le prologue d'un cycle important dans la bibliographie de Stephen Baxter, qui est le cycle d'Exili. Stephen Baxter, vous le connaissez sans doute pour son cycle dit de la NASA, qui était très bien, ou pour sa réécriture son écriture de la suite de la machine à explorer le temps de Wells, qui s'appelait Les Vaisseaux du Temps, qui était aussi fort sympathique. Alors ici, on est dans une œuvre originale, et on est aussi dans le premier roman qu'a écrit Baxter, on est il y a quasiment bientôt 20 ans. Et entre guillemets ça se sent. Alors l'histoire se passe dans un monde où la gravité est 1000 fois plus forte que la nôtre. On est au bord du cœur d'une étoile qui est aujourd'hui éteinte et refroidie, donc un cœur de métal pur, lourd. Et l'action se passe dans cette fameuse ceinture qu'on voit sur la couverture, dans lequel vit un jeune homme qui s'appelle Rhys et qui est mineur, puisqu'en fait la ceinture est une structure minière qui permet aux hommes d'aller forer le cœur de l'étoile grâce à des machines, grâce à des combinaisons rembourrées, grâce à des champs magnétiques et gravitationnels personnels qui leur permettent de résister à la pression des jets colossaux qui se trouvent évidemment près d'une étoile. Mais voilà que le monde dans lequel se passe l'action est en train de mourir. Rhys se rend compte, grâce au robot et grâce à sa curiosité et son don d'observation, il se rend compte que le monde est en train de changer, que les couleurs du ciel de la nébuleuse est en train de virer de plus en plus au rouge carmin, et que la fameuse bleue nuit du ciel étoilé dont parlait son père a totalement disparu, et il découvre que la nébuleuse est en train de mourir, et que bientôt celle-ci risque d'imploser ou d'exploser, ravageant tout sur son passage. Et pour sauver les siens, pour sauver la ceinture, il décide d'aller sur le radeau, qui en fait, le radeau, c'est la maison mère des hommes, c'est les derniers survivants de l'humanité suite à un exode de notre propre galaxie. Et le radeau, c'est là où se sont regroupés les humains, et il y a un contact permanent entre la ceinture et le radeau en échange de minerais contre de la nourriture et de l'eau potable. Et embarquant sur un arbre, et oui, vous avez bien entendu arbre, Rhys va réussir à atteindre le radeau pour mener son enquête et essayer auprès des scientifiques du radeau, auprès des gens qui s'y trouvent, auprès des différentes manuels d'histoire et de sciences, de trouver une solution de problème, d'essayer de sauver sa nébuleuse et de sauver aussi les siens, la ceinture, mais y compris le radeau. Mais évidemment, la situation va être plus compliquée parce que sur le radeau, tout est régi de façon pyramidale. Socialement, c'est extrêmement segmenté. On a les scientifiques, les pilotes, les réparateurs, les ouvriers, etc. Et tout ça, dans cette ambiance apocalyptique de nébuleuses en train de mourir, les tensions vont augmenter et on va arriver à des clashs sociaux assez violents. Et Rhys va se retrouver là-dedans. Il va aussi se rendre compte que, en fait, le radeau est le résidu des vaisseaux de l'exode, en fait, de ces humains qui ont fui notre constellation, et que les habitants du radeau vivent encore selon les manuels et les règles de ces 10 vaisseaux démantelés et perdus depuis déjà plusieurs siècles, et qu'en fait les scientifiques ne font que rabâcher un savoir qu'ils entretiennent religieusement depuis plusieurs siècles, et qu'ils n'ont absolument pas pensé ni réfléchi à la situation, ni même envisagé que la nébuleuse pouvait mourir. Donc voilà notre jeune homme, notre rat des mines comme on l'appelle, seul vraiment face à l'adversité, et tout seul pour essayer de trouver une solution au problème qu'il occupe. Voilà pour l'univers. Alors, autant le dire tout de go, la grande force du roman, c'est évidemment son originalité. Je veux dire, c'est vraiment différent. Baxter a vraiment voulu créer un monde à part qui ne ressemble à rien de connu. Il y a des arbres qui se flottent dans l'espace, il y a des baleines, on parle des osseux, il y a des créatures aussi étranges. Il y a un monde où tout est différent dans les perceptions d'espace, ces trucs, où la gravité règne en maître. Tout ça est très enrichissant. Le parcours du personnage est aussi intéressant. De simple mineur, il va devenir quasiment un chef et il va essayer de sauver les siens. Le parcours, une fois les premières pages très descriptives passées, on est vraiment dans une saga, une course contre la montre, et tout ceci renforce notre attachement au personnage. Et secondo, on sent que c'est la pierre angulaire d'un cycle qui peut s'avérer très fort, qui est le cycle des Ili, et on a quelques évocations de ces fameux Ili, et ça donne envie éventuellement, quand on arrive au bout, de continuer l'aventure et de découvrir encore une fois cet univers. Par contre, au niveau des défauts, ils sont quand même colossaux. C'est un premier roman, donc ça veut dire que c'est pas bien écrit. Ça veut dire que Stephen Baxter est incapable d'arriver à décrire avec qualité et clarté
ce qu'il a imaginé. C'est-à-dire que les premières 100 pages sont une vraie gageure, on ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe. L'originalité extrême de l'univers, voire l'étrangeté, fait qu'on est complètement à la rue. On nous parle d'arbres qui se baladent dans l'espace et qu'on fait déplacer à coups de bras zéro avec de la fumée, etc. Enfin, c'est du délire. On nous parle aussi de baleines qui chantent dans l'espace, on entend le souffle des baleines. Bon, pourquoi pas, on nous parle aussi, alors les humains se baladent sur la ceinture ou le radeau comme ça, les cheveux au vent, il n'y a pas d'oxygène, ils n'ont pas de combinaison, donc on ne sait pas comment ils respirent. On nous parle de lieux sur lesquels vivent les derniers humains, mais quand on lit le texte, notamment à cette page-là, on nous dit grosso modo que le radeau fait à peine 500 mètres de large. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, enfin c'est un peu petit, mais voilà. On veut dire, on comprend pas trop, quoi. Les perceptions, le space, la gravité, tout ça est complètement flou. Alors l'éditeur qui fait une préface précise qu'on est dans un monde différent du nôtre, ou qui est régi par des règles différentes, mais quand même, on parle de gravité, d'où le titre. Baxter est scientifique, et pourtant, ça n'empêche pas d'aller complètement à l'encontre de nos propres règles. Et il y a des situations où des hommes tombent dans le vide, qui sont tellement aberrantes, étant donné que le vaisseau est en orbite, et que fonctionne par rapport à la force non pas gravitationnelle du vaisseau, mais par rapport au fait qu'il soit en orbite, l'homme ne tombe pas dans l'espace. Donc c'est extrêmement bizarre. J'ai trouvé que ça tenait pas trop la route. Et après, le dessin du personnage est un peu ennuyant. On est vraiment dans le jeune héros, le jeune premier, qui peut par moments être d'une lucidité, d'un charisme impressionnant et diriger quasiment un peuple à lui tout seul, et de l'autre faire preuve d'une débilité crasse d'un enfant de 5 ans, à se poser des questions stupides sur comment ça marche ça, et pourquoi le ciel est bleu, etc., etc. Donc méfiez-vous. Si vous êtes un fan de Baxter pour ces autres cycles dont on a parlé, si vous aimez la science pure et dure, si vous êtes un scientifique dans l'âme et que vous voulez voir de par vos yeux un univers où la gravité serait démultipliée par rapport à la nôtre, allez-y, c'est extrêmement intéressant, et c'est surtout le prologue ainsi qui à mon avis va être vraiment très bien. Si néanmoins vous n'êtes pas habitué à l'univers de la science-fiction, si vous ne maîtrisez pas forcément les règles de la hard SF, et si vous n'êtes pas assidu à l'écriture de Baxter, passez votre chemin, vous ne dépasserez pas 50 pages, on n'y comprend rien, et l'écriture est impossible. Donc fuyez grand, et on est allé vers une space opéra plus évidente. Ceci n'est pas pour vous, je vous le recommande pas. Voilà, néanmoins, comme je le dis, il y a quand même des qualités, et pour ceux qui sont prévenus, et pour ceux qui aiment ça, c'est quand même un dépaysement total, et ça change par rapport à la production habituelle de science-fiction qu'on voit aujourd'hui. Voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps, je vais pas en jeter plus non plus sur le feu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et oui, vendredi prochain, Fantasy au petit déjeuner reprend son rythme habituel comme on l'a dit, et avec une bonne aventure médiévale fantaisiste à l'ancienne comme on les aime, et du moins comme je l'aime, et j'espère que ça vous conviendra tout autant. Merci, à très bientôt, bon week-end, au revoir.